à thème Au au top, c'est du Messi. c'est du Messi. En fait, je le dis toujours parce que c'est quelqu'un qui a talent. C'est du niveau de Messi. Le Lionel Messi français. C'est comme ça que Hatem Ben Arfa se faisait surnommer par ses confrères joueurs de football. Pourtant, à l'inverse de sa comparaison argentine, il n'a pas inscrit son nom parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football. C'est pas le talent qui manquait, mais plutôt des qualités comportementales comme par exemple au hasard le self-control, l'humilité, la rigueur ou la patience. On pourrait en citer d'autres. Faut dire aussi que l'entourage n'a pas aidé. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo storytelling sur un joueur, cette fois-ci Hatem Ben Arfa. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi ce joueur qui était considéré comme l'un des plus doués de sa génération n'a pas exploité tout son talent et n'a pas réussi à atteindre les sommets qu'on lui prédisait. Hatem Ben Arfa a vu le jour à Clamart le 7 mars 87. Le jeune homme a grandi au quartier des Aviateurs à Châtenay-Malabry où son entourage a eu l'occasion d'observer très tôt ses skills. Donc chez lui déjà, comme l'a raconté son père Kamel, ancien international tunisien devenu invalide à la suite d'un accident cérébral, ils jouaient tous les deux dans le salon et sa mère s'improvisait parfois gardienne de but. Dehors aussi, il fallait voir le petit Hatem. Il défiait les plus grands, il leur faisait la totale, il était en avance, il aimait tellement ça qu'il ne rentrait jamais à l'heure pour manger, comme l'a raconté son père. Son talent était si évident qu'il n'est passé inaperçu auprès de personne. À l'âge de 12 ans, direction l'INF, le prestigieux Institut national du football de Clairefontaine, avec la mention surclassement au sein de la promotion 86. Une promotion que nous avons pu suivre, nous spectateurs, sur nos écrans via le documentaire à la Clairefontaine. Des moments pas tous très beaux à voir, comme cette dispute iconique entre le prodige et un autre espoir du foot français, Abou Diaby. Ils étaient alors âgés de 12-13 ans à l'époque. Ta mère, pourquoi tu parles des mères? Hatem Ben Arfa reconnaissait déjà à cette époque s'énerver assez vite et ce trait de caractère va lui faire défaut à plusieurs reprises dans sa carrière. Après 3 années passées aux côtés d'autres espoirs français, il va rejoindre le centre de formation de l'Olympique lyonnais à ses 15 ans pour la somme record de 150 000 €. Comme l'a avoué Bernard Lacombe, c'était la première fois que Lyon investissait autant sur un jeune. Hatem dira à ce moment-là non à Manchester United, à Saint-Etienne, au Stade Rennais et aussi au Paris Saint-Germain qui était venu 2 fois à l'attaque mais qui ne proposait que 10 000 €. Une somme pas assez élevée pour le talent du jeune joueur selon ses parents. Finalement, on sait qu'il retrouvera certains de ses clubs plus tard. En attendant, voyons comment ça s'est passé à Lyon. Alors il y a la période avant l'entrée en Ligue 1 où il ne fera que de confirmer son potentiel aux côtés d'un certain Karim Benzema. Le formateur de l'époque Armand Garrido se souvient de l'aisance du joueur comme si c'était hier, notamment d'un but en particulier. J'avais l'impression que tous les joueurs en face étaient restés sur les talons. Il a été capable de dribbler l'équipe adverse et d'aller enfiler 2 perles à la 94e minute du match. Voilà, ça c'était Hatem. Un crack quoi. Et ça s'est confirmé l'année suivante également à l'échelle nationale avec le parcours de la fameuse génération 87 à l'Euro des U17. Représenté entre autres par Samir Nasri, Jérémy Ménez et évidemment Ben Arfa, les U17 se sont imposés en finale contre l'Espagne de Piqué et Fabregas le 15 mai 2004 au stade Gaston Petit à Châteauroux. Karim Benzema, appelé sur le tard, était présent également mais plutôt sur le banc. Donc la victoire de ces nouveaux phénomènes du football a largement été relayée aux yeux du grand public qui ont vu en eux les successeurs des Bleus vieillissants qui ont fait rêver la France tels que Zidane, De Sailly, Thuram ou Vieira. Donc ça a donné de l'espoir pour le foot français, peut-être trop d'espoir et de pression pour certains d'entre eux. Bon, et ce qui je trouve est intéressant à voir, c'est que au final, celui qui a vraiment terminé le game, c'est celui qui était remplaçant à ce moment-là, le fameux Kabe Moere. Grâce en partie à cette performance, la même année et plus précisément le 6 août, Hatem Ben Arfa a fait ses débuts avec les pros sous le commandement de Paul Le Guen. Il a marqué son premier but avec Lyon sur pénaux contre Lille en Coupe de la Ligue le 10 novembre à tout juste 17 ans. On va pas faire tous ses buts, mais pour dire qu'il avait déjà de l'audace pour aller récupérer les ballons et pour tirer parce que la faute n'était même pas sur lui. L'année suivante, c'est Gérard Rouillet qui a pris les commandes de l'équipe et ça a commencé à se tendre. Donc ces 3 premières saisons, il a joué en moyenne 13 matchs complets. Et ce n'est que lors de la dernière, donc 2007-2008, avec Alain Perrin comme entraîneur qu'il a effectué une saison complète et qu'il a réellement explosé. Il n'avait alors que 20-21 ans. Lors de cette saison, il a inscrit 9 buts et 7 passes D, dont ce fameux slalom. En 2007, il a également débuté avec les Bleus d'une belle façon. Il a marqué son premier but en moins de 30 minutes lors de son premier match face aux îles Féroé. Raymond Domenech l'avait présélectionné d'ailleurs pour intégrer le groupe qui disputerait l'Euro 2008
minutes, mais au final, il ne l'a pas gardé dans les 23. Donc c'était pas nécessairement un joueur qui s'est démarqué par ses stats monstrueuses, car en réalité, il a inscrit 12 buts et 10 passes D en 92 matchs à Lyon, mais c'est plutôt la façon dont il driblait et la façon dont il était impliqué en contre-attaque qui pouvait impressionner. Les titres étaient en plus là, bon, dans un Lyon déjà bien installé, mais ils ont continué d'être là. L'Olympique Lyonnais a gagné le championnat de France de 2005 à 2008, soit lors des 4 saisons que Hatem Ben Arfa a passé au club en étant pro. Donc ça leur a fait 7 titres consécutifs au passage. Dans ce même laps de temps, le club a raflé 3 trophées des champions ainsi qu'une Coupe de France remportée, donc la dernière année de Ben Arfa. Le joueur a clôturé sa dernière saison en remportant le titre de meilleur joueur espoir lors de la remise des trophées UNFP du football. Donc son talent avait vraiment sa place dans cette grosse équipe lyonnaise, mais son caractère un peu moins. Alors on va dire c'est comme mon petit frère, Hatem. Hatem était assis à côté de moi dans le vestiaire. Et Hatem, je sens que malheureusement, ça va être c'est un gâchis. Hatem Ben Arfa, c'est Cristiano Ronaldo en gaucher. Il prenait le ballon, il dribble, il élimine, mais il élimine tout le monde, il y va, il marque des buts. Un talent, mais incroyable. Sauf que Hatem, il n'a pas exploité ce talent. Les comparaisons avec des grands joueurs ont commencé à émerger, mais niveau vestiaire, c'était parfois compliqué, voire catastrophique, surtout sous l'ère Gérard Houllier. Selon Valette, l'entraîneur de la réserve, Ben Arfa était arrogant avec les tauliers. Comme il l'a expliqué, il a peut-être manqué d'humilité ou de politesse. Donc des tauliers qui étaient quand même des gars comme Juninho, Chris, etc. Et pour vous dire, même le conseiller de Ben Arfa, Michel Loisine, conseiller décrié à l'époque, pour Hatem, le vestiaire n'existait pas, seul le terrain comptait, il estimait qu'il était le meilleur, il n'en faisait qu'à sa tête. Peut-être que vous vous souvenez de ce clash qui est sorti dans la presse avec Schillaci. En mars 2008, Ben Arfa et Schillaci en sont venus aux mains après un entraînement lors duquel le meneur de jeu a dribblé avec un petit pont le défenseur. Puis il l'a insulté. Gratos. Ce qui n'est pas passé, d'autant plus qu'une fois la séance terminée, Ben Arfa en a rajouté une couche. Bagarre directe. Schillaci avait donné son point de vue à froid. Je ne pense pas qu'il soit ingérable, mais je pense qu'il a besoin d'être bien entouré et d'avoir la confiance de ses coéquipiers et de son entraîneur. Des propos intéressants. Était-il réellement bien entouré? Parce que le conseiller là dont je vous parlais tout à l'heure n'était pas réputé pour bien le conseiller, qui est un petit peu dommage quand t'es conseiller. Ben Arfa s'est aussi chauffé à Lyon avec Claudio Cachapa et Chris pour une bouteille d'eau involontairement renversée par le joueur. Donc vraiment des motifs nuls, vraiment nuls. Avec les cadres, c'était pas l'amour ouf, mais avec les jeunes, non plus. En témoignent les quelques accrochages avec Karim Benzema. Exemple, lors d'un match de championnat, Benzema avait refusé de serrer la main de Ben Arfa au moment de son remplacement. Plus tard, l'attaquant avait tenté de calmer la polémique en expliquant qu'il était surtout agacé par son coach qui l'avait fait jouer sur une aile et qu'il l'avait remplacé tôt. Mais c'est pas la seule fois où les deux se sont un petit peu accrochés. Il y a aussi la fois où Benzema a totalement zappé Ben Arfa dans le couloir avant un match. C'est le seul qu'il n'a pas calculé. Et en vrai, les deux joueurs ont déjà expliqué qu'ils ont passé pas mal de temps à s'embrouiller, et ce dès les sélections jeunes de l'équipe de France, mais que le conflit n'était pas ultra profond entre eux, que c'était rien de grave. Bon, on pourrait se dire tant mieux d'un côté, et de l'autre, c'est vrai que ça fait pas trop sérieux et qu'on accumule la liste des conflits dans laquelle Ben Arfa est impliqué, quand bien même c'est pas toujours son initiative, en l'occurrence dans ces cas-là. Des conneries de gamin, on se parlait plus, ce n'est pas un ami, mais je n'ai rien contre lui. Voilà comment il conclurait sa relation avec Benzema. Avec le président Jean-Michel Aulas, bon, je vous laisse deviner comment ça se passait. Spoiler, pas bien non plus. Petit bond en arrière, en mai 2006, pendant ses vacances, Ben Arfa avait pris connaissance des propos que Jean-Michel Aulas avait tenus à son égard, à savoir qu'il ne travaillait pas assez et qu'il manquait d'implication. Ce à quoi il avait répondu du haut de ses 19 ans, si le club veut discuter avec moi, qu'il le fasse en tête à tête. Ouais. Moyen. Autre histoire dont j'ai eu envie de vous parler dans cette vidéo, lors de sa dernière année à Lyon, Hatem Ben Arfa, qui est en conflit donc ouvert avec sa famille et son club, a demandé de l'aide au chanteur Abd al-Malik. Il voulait effectuer un voyage spirituel au Maroc. Une histoire qui va encore mal se terminer car le joueur va finir par accuser l'artiste d'avoir voulu lui faire intégrer une secte qu'il coupait du monde. Vous savez ce qu'il a sauvé? Vous savez pas. On peut pas le deviner ça. C'est qu'un jour, le prétendu gourou a voulu que Hatem Ben Arfa lui embrasse les pieds. Et là, c'était plus possible pour lui. Voilà comment il a raconté l'histoire aux médias. Heureusement, ce jour-là, mon ego m'a sauvé. Je ne pouvais pas accepter ça. Et pour vous dire, l'affaire a carrément fini devant la justice. Ben Arfa vient donc à peine de se lancer dans le monde professionnel. Il a 21 ans et déjà 50 histoires avec son dernier club formateur. Et même après son départ, il a continué à envoyer des pics. Déjà en 2016, lorsqu'il était au PSG et qu'ils affrontaient l'OL, Jean-Michel Aulas a voulu lui faire la bise, chose qu'il n'a pas du tout semblé avoir envie de faire. Donc double vent ce jour-là pour le président, la défaite de 1 et ce fameux "tu ne me fais pas la bise". Plus récemment, en 2023, Hatem Ben Arfa a posté un message cru en story quand Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il prenait sa retraite de la présidence de l'OL. "Tu ne vas pas manquer au football". Dur. Un journaliste de l'équipe, Olivier Ménard, avait contacté Ben Arfa pour avoir des explications et voilà leur échange selon lui. Je lui ai dit, dites donc, vous n'êtes
n'aimait pas beaucoup Jean-Michel Aulas. Il m'a répondu non, pas du tout, j'aime beaucoup Jean-Michel Aulas. Mais il ne manquera pas au football, comme le Gret. Il faut laisser la place aux jeunes. Voilà, c'est à peu près la traduction de ce message. À force de relations compliquées et en plus du fait qu'il était mécontent de son statut et de son temps de jeu, il a fallu pour lui trouver un autre club. Saint-Etienne, le rival de Lyon, ça a failli mais non. Hatem était dans le trou complet, l'OL voulait le vendre pour une poignée d'euros à l'ennemi juré Saint-Etienne. C'était un très jeune joueur, il s'est mis à bosser comme un fou et je peux vous dire qu'Hatem, quand il bossait, c'était une machine. Vraiment un truc de fou. Comme tout joueur qui bosse, non pas grâce à moi, mais par ce qu'il met en place. Il explose. Finalement, c'est à l'Olympique de Marseille que le joueur a signé pour 12 millions d'euros. Au moment de partir, Hatem a réclamé une prime à son désormais ancien club et cet imbroglio administratif a débouché sur un énième conflit entre le joueur et l'Olympique lyonnais. L'affaire s'est retrouvée devant la commission juridique de la LFP et ça y est, c'était parti pour un ultime clash avant le départ. J'ai pu dire mes 4 vérités à monsieur Aulas, je n'avais que 21 ans mais je lui ai demandé où était passée sa parole. Intérieurement, je me disais heureusement que nous ne sommes pas des animaux, sinon je l'aurais tué. À cette époque, les gens le craignaient parce qu'il était puissant et membre de la commission. Moi, je m'en foutais. Pour le joueur, Jean-Michel Aulas et sa direction étaient un peu trop près de leurs sous et il n'a pas non plus manqué de le faire savoir. Dans les vestiaires, tous les joueurs se plaignaient qu'il leur manquait toujours quelque chose sur leur fiche de paie. Par rapport à ça, l'OL manque de classe et n'est pas un grand club. Marino Faccioli, qui était alors directeur administratif du club, lui a répondu en lui rappelant qu'il avait déjà oublié un chèque de 90 000 euros dans un casier, déjà c'est fou ça, et qu'il avait dû lui-même appeler son expert comptable pour lui remettre le chèque lors du prochain rendez-vous. Donc en gros, il n'était pas si malhonnête que ça. Bref, l'accord a été trouvé au final avec l'Olympique de Marseille et le joueur a dû alors se concentrer sur son nouveau club. Ici, vraiment, pour un joueur de football, c'est vraiment l'idéal. Un autre Olympique, mais les mêmes problèmes. Et vous savez quoi, à l'OM, ça ne se passera pas si différemment. Premier match, premier but, le talent est toujours là et Guéret l'a positionné essentiellement en numéro 10, ce qui optimisait ses qualités, mais le mauvais état d'esprit était toujours là également. Dès septembre, avant un choc en Ligue des Champions Marseille-Liverpool, Ben Arfa s'est clashé avec Modeste Mbami. Plus mythique encore dans le culot, en octobre, peu après son arrivée, il a refusé d'entrer en jeu lors de son premier classique, donc contre le Paris Saint-Germain. Son coach, Eric Guéret, n'en revenait pas. 20 ans de carrière comme joueur, 10 comme entraîneur, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Moment encore plus what the fuck comme seul Ben Arfa peut en offrir des si épatants, l'attaquant a interrompu la conférence de son coach et s'est excusé devant tout le monde. Un épisode sur lequel il est revenu sur Instagram en 2016 alors qu'il était joueur avec le PSG, le rival. Les baobabs avant de grandir, ça commence par être petit. Antoine de Saint-Exupéry. Lunaire, encore une fois, du Ben Arfa. Malgré l'incident, Ben Arfa a continué d'avoir du temps de jeu et de montrer parfois ses qualités, bien qu'il lui ait aussi été reproché de ne pas faire de passe. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par un champion du monde alors que toi tu seras jamais champion du monde? Moi, je serai pas champion du monde. Si tu fais pas de passe sur le terrain, mon frère. Mais arrête de dire je fais pas de passe. Regarde les caméras, tu dis ça, et après les gens qui connaissent pas le football, ils vont croire un gros comme toi. Fin 2008, le joueur était hors de forme, donc Guéret a décidé de le reléguer sur le banc des remplaçants après son match face à son ancien club, d'ailleurs l'Olympique lyonnais. En février 2009, il y a eu d'autres clashs, comme la fois où il a voulu s'exprimer front contre front avec Karim Ziani, qu'il avait taclé trop violemment à l'entraînement. Tai Taiwo avait dû intervenir pour séparer les deux joueurs. Ces clashs ne l'ont pas empêché de faire des belles choses footballistiquement parlant, comme ce coup franc qui a qualifié l'Olympique de Marseille en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA contre Twente. Il a fini la saison en étant parfois titulaire, parfois remplaçant, surtout car son coach le trouvait meilleur lorsqu'il entrait en jeu pour changer le cours d'un match. Juin 2009, fini Pape Diouf Guéret et bienvenue au duo des champs d'acier. Donc direction différente mais joueurs identiques. Hatem Ben Arfa s'est disputé avec Deschamps quelques mois après son arrivée. Il lui a laissé un tout petit peu de temps pour s'installer et bim, c'était parti. Novembre 2009. Deschamps lui faisait trop de remarques à son goût, donc il lui a lâché un bon « tu me casses les à son coach. Donc la première partie sous l'ère Deschamps d'Acier ne s'est pas bien passée au point que le club l'ait autorisé à chercher un autre club au mercato hivernal, mais ça n'a rien donné. Il s'était quand même créé une petite réputation. Puis dès le début de l'année 2010, il a commencé à remonter la pente et à regagner du temps de jeu. Le joueur a même aidé le club à remporter le championnat en inscrivant son dernier but face à Grenoble, le but du 2-0, et il a aussi aidé l'Olympique de Marseille à gagner la Coupe de France. Et Europa League, il a été efficace, comme il a su aussi se faire expulser très rapidement, comme lors de ce match face à Benfica,
Benfica, où il est entré en jeu dans le temps additionnel, puis il est ressorti 20 secondes plus tard. Carton rouge. Et c'est triste parce qu'il avait marqué à l'aller en plus. Domenech l'a également rappelé en mai, comme en 2008, pour le tester pour la Coupe du Monde 2010, mais au final, il n'a pas fait partie du groupe des 23. Il n'a joué qu'un match sous le maillot des Bleus lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille, et c'était contre la Tunisie. Il avait été hué pour ne pas avoir choisi son autre pays. Lors du stage de préparation pour la nouvelle saison, Deschamps a fait part à Hatem Ben Arfa qu'il ne souhaitait pas le garder et qu'ils avaient une piste avec Newcastle. Ben Arfa était ok, il a fait sa vie, il est parti faire un tour du côté de l'équipe de France, donc avec le nouveau sélectionneur Laurent Blanc, puis Deschamps est revenu sur sa décision en déclarant que Ben Arfa était intransférable puisque Mamadou Niang partait. Donc, le joueur a décidé de bouder la commanderie pendant l'été et de faire grève à l'entraînement tant qu'il était considéré comme un bouche-trou et non un titulaire indiscutable. Se laisser faire, c'était vraiment pas dans la philosophie du joueur, donc il a clairement expliqué déjà qu'il n'était pas un paquet de lessive ni de la merde. C'est parce que mes dirigeants se foutent de ma gueule qu'aujourd'hui je vous annonce que je suis prêt à mettre ma carrière entre parenthèses s'ils n'acceptent pas la proposition de Newcastle comme c'était prévu au départ. L'OM voulait un prêt, que l'OM ne revienne pas là-dessus. Frustré, il va même se rendre dans le bureau de son président Jean-Claude Dacier pour littéralement taper du poing et envoyer valser tout ce qui traînait sur son bureau. Donc le bureau du président de son club. On n'en a rien à faire. Mamadou Niang, dont on parlait, avait eu quelques mots sur l'entourage de Ben Arfa, lui aussi. Un entourage, donc une fois de plus, pointé du doigt. Son entourage, je ne sais pas ce qu'il lui mettait dans son cerveau, mais il devait lui mettre de la merde. Je lui parlais, il ne voulait rien savoir. Dans son cerveau, il y avait un truc qui sautait un match. Il jouait quand il avait envie. Donc je te parlais de Michel Hoisine, ce fameux conseiller. Certains le qualifiaient de gourou par rapport à l'emprise qu'il exerçait sur Hatem Ben Arfa. Alors qu'en soi, c'était que son ancien voisin dans les Hauts-de-Seine. Cette relation ne plaisait même pas au propre père de Hatem Ben Arfa qui le qualifiait de néfaste. Un jour, son père s'est même battu avec ce Michel Hoisine devant le siège de la Fédération française de football en 2012 en criant « Tu m'as volé mon fils ». Parce que Hatem avait décidé de couper les ponts avec son propre père au profit de ce conseiller. Donc, on ne sait pas actuellement ce qu'il en est, mais on espère que tout va pour le mieux pour tout le monde. Bilan au foot. Encore une fois, le joueur a cumulé pas mal de titres pour son âge, mais les top clubs européens ne voulaient pas de lui, ne voulaient pas s'encombrer et avoir affaire à un tel comportement. Mais il a quand même réussi à rejoindre Newcastle en 2010, malgré les réticences du coach qui expliquait à sa direction qu'il signait un joueur rebelle et turbulent. Mais le coach, comme plein d'autres, va vite être bluffé à l'entraînement. Jouer pour Newcastle a toujours été mon premier choix et je suis très heureux ici. Je me suis déjà intéressée à l'histoire du club et aux grands joueurs qui ont joué ici. Je veux montrer mon talent aux supporters, je veux leur montrer ce que je peux faire. Je suis très chanceux d'avoir cette opportunité. Belle parole, mais là encore, ça va être dinguerie sur dinguerie dans tous les sens du terme. Première titularisation, premier but, deuxième match, but à 25 mètres. Ça commence super bien sur le plan sportif, mais cette lancée a été freinée par une giga blessure. Le 3 octobre 2010, lors des premières minutes de jeu du match City-Newcastle, Nigel de Jong a découpé Hatem Ben Arfa. Le Citizen a réalisé un tacle assassin, les deux jambes décollées du sol. Il est parti briser la jambe du Français qui a quitté le terrain sur civière et sous assistance respiratoire. De Jong n'a écopé d'aucun carton et finira même le match tranquillou alors que bon, il n'en était pas à son coup d'essai. Coucou Xabi Alonso. Bilan médical. Ben Arfa a pris cher. Double fracture du tibia péroné. Et il a même failli être amputé car dans l'hôpital insalubre de Manchester, le jeune joueur a contracté une infection par staphylocoque doré. Éric Roland, médecin du PSG, avait décidé de le rapatrier immédiatement là où il exerçait, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et il a tenté une opération délicate mais qui a réussi. Donc pas d'amputation. Hatem Ben Arfa a entamé sa rééducation à Clairefontaine. À peine arrivé à Newcastle, Ben Arfa a été écarté 6 mois des terrains. Et malgré ça, le club a décidé de lever l'option d'achat de 6 millions d'euros en janvier et de payer l'Olympique de Marseille pour qu'il soit définitivement un joueur du club de première ligue. Il a signé un contrat de 4 ans et demi et le 5 avril suivant, Ben Arfa a repris l'entraînement. Il a rechuté rapidement au début du mois de mai et finalement, il a fait son retour sur les terrains à partir de septembre 2011. Et là, il nous a proposé des buts d'anthologie, comme celui-ci face au Blackburn qui lui a valu une nomination pour le prix Puskás, prix qui récompense le meilleur but de l'année, ou encore celui-là où le fan de Maradona a dribblé tout le terrain pour planter son but. Parallèlement, en sélection, il a intégré le groupe de l'Euro 2012 et comme par hasard, il a encore fait des siennes alors que la France venait de s'incliner face à la Suède 2-0. Laurent Blanc a débriefé le match dans les vestiaires. Et là, Hatem Ben Arfa en a profité pour prendre son smartphone et passer un petit coup de fil. Donc c'est pas vraiment le comportement qu'attend un coach quand il débriefe une défaite. Et en plus, lorsqu'il était sorti à la 59e minute du match, il avait lancé au sélectionneur « Pourtant, il y avait plus nul que moi ». Son tempérament problématique a toujours fini par refaire surface. Fin 2013, le joueur a été contrôlé à 160
77 km/h au lieu de 110 dans un quartier de Newcastle. La sanction a été salée, retrait de permis pendant 6 mois et 3200 € d'amende. Comme il était cantonné à un rôle de joker de luxe à Newcastle, les relations avec son coach n'ont fait que de se dégrader jusqu'au jour, en avril 2014, où Hatem Ben Arfa a dégoupillé. Après une lourde défaite face à United 4-0, il a pété les plombs dans les vestiaires et a insulté son coach Alan Pardew. L'été, il est revenu en surpoids, il a écopé d'une amende de 2000 €. Son manque de professionnalisme a fini par agacer l'entraîneur qui l'a écarté petit à petit car il était en plus impossible à gérer. Newcastle l'a finalement prêté à Hull City en septembre où il a joué avec Harry Maguire, mais bref, 3 mois plus tard, il a quitté le club car il était en désaccord avec son nouvel entraîneur, ça se passait pas bien, et il a annoncé qu'il ne reviendrait pas à Newcastle qui a résilié son contrat. Donc une partie de lui semblait comprendre que niveau comportement des efforts étaient possibles. J'ai un défaut, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est que je suis très impatient. Et puis, je suis très orgueilleux. Si l'autorité était injuste avec moi, je me rebellais direct, je partais au quart de tour. Voilà, ce problème de l'autorité était ce qui m'a fait défaut partout. Ce que j'ai traversé, c'est-à-dire j'ai eu un parcours difficile à 12 ans, etc. Bon, j'ai eu un parcours difficile de vie. Et après, j'ai eu la chance d'être footballeur, d'être exposé, etc. Et j'étais pas prêt. Même si une partie de lui semblait comprendre, il a continué dans le même sens. Et au final, le futur nous a montré que ce n'était que des paroles. Newcastle l'a donc libéré 6 mois avant la fin de son contrat tellement qu'il n'en pouvait plus. Et en janvier 2015, le joueur s'est mis d'accord avec Nice, mais les instances, notamment la Fédération française de football, n'a pas pu homologuer son contrat car il avait déjà joué des matchs officiels avec 2 clubs lors de la saison 2014-2015. Dégoûté, le joueur a pensé alors à arrêter sa carrière, mais finalement, il n'a pas baissé les bras et Nice a réussi à le recruter dès l'été de la même année. À Nice, il a rapidement trouvé le chemin des filets. Il a même inscrit le premier triplé de sa carrière face au Stade Rennais, un de ses plus beaux buts contre Saint-Etienne. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Claude Puel, ça a matché. Nice a en plus fini 4e en fin de saison et a pu jouer une nouvelle fois l'Europa League. Paris réussi pour tout le monde. En 2015, surprise, Didier Deschamps, qui lui cassait les couilles quelques années auparavant, l'a rappelé en équipe de France, mais au final, l'aventure ne s'est pas prolongée jusqu'à l'Euro 2016. Son contrat avec Nice s'est terminé le 30 juin et Ben Arfa a décidé de ne pas le renouveler. Grâce à ses performances, 18 buts, 7 passes D, le Français a suscité la convoitise de nombreux clubs européens, selon lui. D'ailleurs, il avait chiffré les offres qui lui étaient parvenues dans un entretien sur Canal+. Attention les chiffres. Pour l'instant, il y a 18 clubs intéressants, mais j'ai déjà fait le tri depuis. J'ai ciblé 3 clubs, mais je ne vais pas vous les dire. C'est une décision très importante à prendre pour moi cette année. Je vais réfléchir et en discuter avec mon entourage. 18 clubs, j'ai jamais vu ça. C'est finalement le Paris Saint-Germain qui l'a rejoint sous le numéro 21. La pire explication de choix de numéro all-time. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre, pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme j'aime beaucoup l'équipe 21, donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Ben Arfa n'était pas le choix de l'entraîneur Unai Emery, mais plutôt celui des dirigeants parisiens, Olivier Létang, Nasser Al-Khelaifi, encouragés tous les deux par l'émir Al Thani. Donc cette relation coach-joueur était biaisée d'entrée, et elle n'a fait que de se détériorer sous nos yeux. Lors d'un entraînement au début de l'automne, Unai Emery a balancé cette fameuse phrase à Ben Arfa: arrête de te prendre pour Messi, parce que tu n'es pas capable de faire gagner un match à toi tout seul. Après ces entraînements, Emery n'a pas titularisé Ben Arfa une seule fois en championnat, il l'a écarté au maximum. Au moins, il n'a pas été tenu comme responsable de la fameuse remontada de 2017. Le coach n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas fait pour Paris et qu'il était au-dessus de son poids de forme. Et puis en plus, comme il le faisait jouer dans une position d'avant-centre isolé ou d'ailier droit, ça lui correspondait pas du tout et ça correspondait pas donc au profil du joueur qui était plus lui à l'aise en numéro 10. Autre moment aussi assez culte, en février 2017, dans les couloirs du stade, Ben Arfa a lâché à l'entraîneur adjoint Juan Carlos Carcedo: tu cries trop fort, laisse-nous jouer. Donc quand c'était pas l'entraîneur, c'était l'adjoint qui prenait et il savait lui rendre aussi. Quelques semaines plus tard, Ben Arfa en a eu marre et il a lâché ses 4 vérités au coach. Ben Arfa a dit cash à Emery qu'il ne dépasserait jamais le stade des 8e de finale de la Ligue des Champions. Il lui a également expliqué que la remontada c'était de sa faute car il diffusait de la peur et du stress. De toute façon, la remontada c'est vous l'avez préparé par votre attitude, le stress que vous diffusez, la peur que vous communiquez. Emery avait alors répondu au joueur qu'il avait un meilleur palmarès que lui, ce à quoi Ben Arfa a répondu: vous savez pourquoi vous avez gagné la Ligue Europa? Parce que vous aviez Monchi, l'ancien directeur sportif de Séville, au-dessus de vous. Quand on vous laisse gérer seul, regardez ce que ça donne, vous savez que ce n'est pas fini. Emery lui a répondu: comment ça? On ne sera pas champion de France à la fin de la saison. C'est ce qu'on va voir. Et devinez qui a gagné le championnat cette saison? Monaco.
Il avait pas tort cette fois Ben Arfa. Cette conversation, Emery est parti la rapporter à sa direction, Nasser Al-Khelaifi et l'émir Al Thani, et ensemble ils ont décidé un matin d'avril 2017, au camp des loges, d'écarter définitivement l'ancien lyonnais du groupe pro. D'autant plus que Ben Arfa avait fait une petite blague à l'émir Al Thani en se plaignant de ne jamais pouvoir joindre son président Nasser Al-Khelaifi, qui lui-même n'avait pas trop rigolé. Donc s'en sont suivis des vidéos masterclass à la Ben Arfa, celle-ci où il demande sa chance, ou encore celle-là, l'été 2017, dans laquelle il a donné rendez-vous aux supporters à la rentrée, alors qu'il savait qu'il était écarté. Parce que non, son club a pas voulu le laisser jouer et le PSG a tenu parole. Le PSG espérait pouvoir se débarrasser du joueur avant la fin de la saison 2017, mais comme Ben Arfa est très têtu, il a décidé de rester jusqu'à la fin de son contrat prévu en juin 2018, comme il l'avait bien expliqué en vidéo. Donc la dernière année, il a été envoyé avec la réserve par la direction sportive pour s'entraîner. Petite blague sur les réseaux sociaux, en avril 2018, il a célébré son année de mise à l'écart. Un an de placard, ça se fête. Et lorsqu'il est revenu au sein de l'effectif professionnel, Emery, qui savait qu'il n'aurait plus jamais à le titulariser, a fait quelques efforts. Il a par exemple commencé à le féliciter sur certains gestes, des gestes qui ont aussi impressionné ses coéquipiers comme Dani Alves, qui l'a surnommé le phénoméno quand même. Donc pour une fois, Ben Arfa avait l'air de bien s'entendre avec les cadres. À tel point que Thiago Motta, Marquinhos et Thiago Silva, pour qu'ils participent à au moins un match de championnat pour qu'ils soient titrés et qu'ils reçoivent la prime de fin de saison. Mais surprise, personne de la direction n'a accepté. Libre de tout contrat, il s'est par la suite engagé avec le Stade Rennais, coaché par Julien Stéphan, le 2 septembre 2018 pour une durée de 2 ans. Cette aventure lui a permis de se relancer et de se venger à sa façon du Paris Saint-Germain. Il a été déterminant en Europa League et a également participé au Sacre de Rennes en Coupe de France, qui devait jusque-là regarder 48 ans en arrière pour trouver un titre à son palmarès. La finale s'est passée le 27 avril 2019 à la façon d'Hatem Ben Arfa. Donc Rennes devait affronter le Paris Saint-Germain, avec qui il était d'ailleurs toujours en litige financier, puisqu'il réclamait au prud'homme entre 7 et 8 millions d'euros pour sa mise à l'écart à partir d'avril 2017. Avant le match, lors de la présentation des équipes, les deux hommes se sont serré la main et le président parisien a tenté de prendre Ben Arfa pour lui faire une accolade, mais le joueur a refusé en bloquant la main du dirigeant. Après le match, une fois que Ben Arfa avait gagné, tout fier avec sa médaille, il est parti serrer la main du président qui, lui, a tenté cette fois d'esquiver. Donc cette même soirée, le joueur a lâché ce qu'il avait sur le cœur. Il faut jamais sous-estimer son adversaire, parce que voilà, un jour il revient et voilà. Belle aventure, mais le joueur a fini par critiquer le Stade Rennais et Olivier Létang a annoncé le 3 juin 2019 qu'il partait. « 28 janvier 2020, Hatem Ben Arfa a officialisé son arrivée au Real Valladolid, présidé alors par Ronaldo R9. Il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2020, il y a apporté le numéro 3, petite explication encore qui fait plaisir. J'ai pris le 3, je trouve que sur le maillot, ça fait joli je trouve. Là-bas, il n'a pas trop été utilisé parce qu'il ne collait pas vraiment au dispositif utilisé par le coach, mais il a fait preuve d'un comportement exemplaire. Et ça, faut le souligner. Pendant le Covid, il a passé du temps dans les installations du centre de formation, il a retrouvé les terrains en étant très affûté, tout en s'étant impliqué dans la vie sociale. Il a aidé le club dans ce qu'il a mis en place pendant ses jours, il a collaboré avec des actions humanitaires mises en place par le Real Valladolid, il a eu un comportement exemplaire. C'est un exemple pour nous tous, c'est un sacrifice pour lui de ne pas être chez lui. Bon, cette remise en forme n'a pas suffi pour que l'entraîneur Sergio González en fasse un premier choix, notamment car le système qu'il utilisait ne collait pas aux caractéristiques de Ben Arfa. L'aventure s'est donc terminée assez naturellement et sans conflit majeur. Il a alors rejoint Bordeaux qui était déjà dans un contexte financier compliqué, où la survie des joueurs dépendait plus que jamais des résultats sportifs. Les Girondins se sont donc séparés de lui à la fin de la saison 2021. C'était le 6e club de Ligue 1 que Ben Arfa quittait, donc pourquoi pas un 7e. Direction Lille cette fois, le champion en titre. Olivier Létang, encore lui, l'a fait signer en janvier 2022 alors qu'il était libre de tout contrat. Il a quitté le club quelques mois plus tard après avoir critiqué son entraîneur une énième fois. Que devient-il? Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur. Pour autant, il a l'air bien concentré à pratiquer un autre sport, le padel. Il jouerait 3 voire 4 heures par jour. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le football. Ben Arfa était un talent à l'état pur mais n'a jamais su l'exploiter. Selon toi, le joueur était-il vraiment ce crack capable d'égaler Léo Messi? Est-ce que le fait qu'on lui ait toujours répété et clamé son talent, ça l'a pas finalement freiné dans son ascension, car il s'est cru tout permis? Je te laisse me donner ton avis sur Ben Arfa et sur sa carrière. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire, à me dire ce que tu penses toi de Ben Arfa, de sa carrière. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos autour du football. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.